Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 2e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Marie. Marie est passionnée d'éducation canine positive et bienveillante. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Tofu et notamment son expérience de rééducation, les apprentissages qu'elle a tirés de cette histoire et sa vision du rapport au chien. Marie nous donne des clés pour connecter davantage avec les instincts, les codes et les besoins de nos chiens, ainsi que des conseils pour favoriser leur prise d'initiative et retrouver un semblant de liberté canine dans leur mode de vie humain. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Marie. Bon, salut Marie. Salut Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce 2e épisode du podcast. Merci à toi. On va commencer par se présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Marie ? Oui, alors je suis Marie, j'ai 29 ans et je travaille dans une entreprise qui fait de la rénovation énergétique. À côté de ça, je suis passionnée par l'éducation canine et j'essaie de me former à fond là-dessus, ça me passionne vraiment. Ouais. Je partage ma vie donc avec un autre humain, Raphaël, qui lui reste un petit peu plus dans l'ombre. Et sinon, il y a Rebelle, le petit chat, et Tofu soyeux, Shiba Inu de 4 ans et demi. Bon, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus Tofu ? Oui, alors Tofu, c'est un petit chien avec un caractère un petit peu particulier de par son passé. Il est assez introverti et assez secret. Il a du mal à s'exprimer en fait. Mm-hmm. C'est difficile parfois de communiquer avec lui et de comprendre tout ce qui se passe dans sa petite tête. C'est quand même un petit chien courageux puisqu'il a quand même un passé un petit peu compliqué qui l'a amené à avoir beaucoup de peur, mais il a beaucoup progressé et il sait faire face à ses peurs et les surmonter. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le Shiba Inu pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout ce type de chien ? Oui, alors bon, dans les grandes lignes, un Shiba, c'est un petit chien. C'est pas très très grand. Ils ont la queue relevée, un peu en tire-bouchon, comme un petit croissant pour certains. C'est un chien primitif, donc il a été très peu modifié génétiquement parlant par l'homme. C'est un chien sensible, qui a vraiment une très forte conscience de lui-même. Il va faire les choses s'il y voit un intérêt derrière. C'est pas un chien qui est hyper intéressé par l'humain, sauf à ses humains d'affection. C'est un petit chien de chasse, de petit gibier, et pour pas mal d'individus, c'est des chiens quand même assez indépendants. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton expérience avant d'avoir Tofu ? C'était quoi ton vécu avec les chiens ? Est-ce que tu as toujours eu des chiens ou comment ça s'est passé ? Alors, Tofu est mon premier chien. J'ai sauté le pas à mes 25 ans. J'ai toujours voulu avoir des chiens à la maison. J'ai pas mal tanné mes parents pour ça. Hein. mais ils n'ont jamais craqué et je pense qu'ils ont bien fait parce qu'ils ne se sentaient pas du tout de répondre aux besoins d'un chien. Par contre, j'ai été au contact de chiens dans ma famille. Mes cousins avaient des chiens. Donc, j'ai pas grandi chez moi avec un chien, mais j'en ai côtoyé plusieurs. Pourquoi avoir choisi le Shiba alors ? C'était quoi tes critères de recherche ? Est-ce que tu connaissais des Shiba ? Comment tu as découvert la race ? Alors, j'ai pas du tout évolué avec des Shiba autour de moi. Je connaissais personne qui en avait. En fait, j'ai découvert ça quand j'étais très 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 jeune. J'avais, comme beaucoup d'enfants, craqué sur le physique du Shiba. En fait, et plus tard, en vieillissant, mûrissant, je me suis renseignée sur la race. Ouais. Et ça me correspondait plutôt pas mal, ce côté indépendant, un peu méfiant des inconnus, mais très très attaché à ses humains. C'était ce qui me plaisait. Le fait aussi que ce soit pas un très gros chien, parce que je voulais pouvoir voyager facilement avec lui, l'emmener le plus possible avec moi. Donc prendre le train avec un chien de 10 kilos, c'est pas pareil que de prendre le train avec un chien de 30 kilos. Ouais. Mais c'était tout ça qui m'intéressait, de pouvoir créer une relation avec un chien. J'aimais bien ce côté où il allait pas faire tout ce que je voulais parce qu'il allait me faire plaisir. Je voulais qu'il y ait ce côté où je devais créer une relation avec lui, m'investir à fond et faire en sorte qu'il ait envie de faire des choses avec moi, mais aussi parce que lui en a envie,
parce que c'est dans son tempérament, dans sa personnalité et dans notre relation. Ok, ouais, un lien de confiance C'est ça. Qui doit primer avant toute chose, quoi. C'est ça. Trop bien. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Tofu? Alors, on a cru comprendre que ça avait été pas très très facile. Comment est-ce que Tofu est arrivé dans ta vie? D'où est-ce qu'il vient? Alors, Tofu, il a été acheté en animalerie par sa première famille. Il est sorti de l'animalerie, il avait 6 mois, d'après ses papiers. Ouais. Et ils l'ont gardé 4 jours avec eux. Et ensuite, ils ont décidé qu'ils ne donneraient pas suite et qu'ils ne continueraient pas l'aventure avec lui. Et ils se sont retrouvés avec un chien qui avait peur d'absolument tout. Très très peur des enfants. Ils avaient un enfant chez eux. Très très peur des joggers, de tout ce qui se passe en fait dans la vie quotidienne, les voitures, les gens, le moindre bruit. Dès qu'on parlait un peu fort, ils se faisaient pipi dessus. Donc je pense que c'était pas ce qu'ils avaient prévu dans le rachat. Je pense qu'ils voulaient un chien. Voilà, j'ai eu aucun lien avec eux de toute façon, mais voilà, c'est l'impression que moi j'ai eue. Ouais. Derrière, moi j'ai récupéré Tofu. On était sa 5e famille en fait. Enfin, entre le moment où il a été acheté et le moment où il est arrivé chez nous, il s'est passé une 15aine de jours. Waouh. Voilà, donc ça a été très intense pour lui dès qu'il est sorti de derrière sa petite vitrine, quoi. Ouais, effectivement. Et donc du coup, il avait beaucoup de peur, c'est ça? C'est ça, ouais, il avait peur d'absolument tout. En fait, il avait rien vécu, donc il souffrait de ce qu'on appelle de privation sensorielle. Ouais. Donc il avait une saucia qui était absolument inexistante. Voilà, il a vécu de 0 à 6 mois derrière une cage où il a connu que ce qui se passait dans l'animalerie. Donc pas de sortie, pas de sensibilisation au bruit de la ville, pas de sensibilisation aux manipulations, aux humains, à tout ce qu'on peut croiser dans une rue, les motos, les vélos, les poussettes, les trottinettes. Voilà, tout ça, c'était très 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 compliqué. Ouais, et tout ça dans la période la plus cruciale qui est la période de sociabilisation dans les tout premiers mois du show. Qui est hyper importante dans le développement. Au moment où il aurait dû être en train d'explorer le monde et de découvrir pendant la phase où il est censé avoir le moins peur, et ben lui, il était enfermé dans un endroit où il n'y avait rien du tout, quoi. Ok, donc il a découvert le monde avec vous. C'est ça, exactement. Il a découvert plein de choses. Et c'est vrai que c'était une expérience quand même assez forte de le voir découvrir ne serait-ce que la boue. Il y avait des paillettes dans les yeux, c'était incroyable. Comment ça s'est passé la relation avec lui quand il est arrivé? Ça a été, la connexion s'est faite assez facilement ou est-ce que vous avez eu du mal à communiquer avec lui? Ça a été très 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 dur parce que chien sous-stimulé, pas du tout habitué à l'homme, il n'avait pas peur de nous. On a été les seules personnes avec qui il n'avait pas peur, en dehors des autres personnes qu'il a pu croiser à ce moment-là. Ça a été vraiment très très compliqué. Pour le coup, je souhaite vraiment à aucun autre chien de vivre ce que Tofu a vécu, parce que, et même pour les humains derrière, c'est vraiment très compliqué parce qu'on se retrouve avec un chien qui a mis des murs, des barricades, des barrières et s'est enfermé dans un monde où il ne laissait personne rentrer. Ça a été vraiment très compliqué de créer un lien avec lui et j'ai vraiment cru qu'à un moment on n'allait jamais y arriver parce que forcément nous on était en train de s'attacher mais on n'avait pas la sensation que c'était réciproque. Il était là, il acceptait notre présence, voilà, on lui apportait à manger, on le sortait, mais il y avait quasiment aucun contact. Il ne supportait pas qu'on le touche, il y avait vraiment pas de lien, quoi. C'était compliqué, même jouer avec lui, on avait l'impression que ça l'intéressait pas. Il était vraiment complètement fermé, introverti. Puis toujours ce regard très triste. C'est dur de voir son chien, on s'investit à fond, et le chien a le regard triste. On sort, il a peur, on voit qu'il passe un mauvais moment, alors que nous, tout ce qu'on voudrait, c'est partager des bons moments avec son chien, et ça a été vraiment, vraiment très, très compliqué, quoi. Waouh. Ouais, pas facile, et tout ça avec un chiot de 6 mois, ça qu'on s'attend, même si, on sait qu'il y a une histoire derrière, et que c'est pas un chiot qui vient d'élevage tout beau, c'est ça, tout frais. Ça doit être compliqué à vivre, je pense. C'est ça, ouais. On s'attend pas à avoir un chien si fermé, quoi. Je savais qu'il avait donc un passé et qu'il allait avoir du travail, ça c'était évident, mais je m'attendais à avoir quand même un petit chien un peu heureux de vivre et j'avais pas cette sensation avec Tofu. Et du coup, alors comment ça s'est passé son éducation? Est-ce que tu as eu recours à de l'aide extérieure? Comment ça s'est passé? Alors au début, j'ai voulu essayer toute seule en me disant que peut-être j'allais m'en sortir et j'ai eu quelques conseils à droite à gauche qui n'ont pas toujours été très bons à prendre. Après voilà, j'ai été humaine et complètement débutante et je me suis retrouvée avec un chien où on m'avait pas du tout prévenu qu'il y allait avoir tous ces soucis. Rapidement, j'ai eu des conseils qui n'étaient pas très adaptés et je m'en suis très vite détachée parce que ça ne me correspondait pas du tout.
Et je voyais qu'en plus, ça n'allait pas du tout fonctionner avec Tofu. Donc, je me suis tournée vers l'éducation qu'on appelle positive, où j'ai essayé de me renseigner. C'est là que tout a un petit peu commencé pour moi, où vraiment ça a commencé à me passionner, où j'ai commencé à dévorer des articles sur Internet, à rentrer sur des groupes sur Facebook d'éducation positive, à lire tout ce que je pouvais lire pour essayer d'aider mon chien le plus possible. Il a beaucoup progressé, mais on a assez rapidement stagné parce que j'avais pas toutes les bonnes clés en main. Et donc là, j'ai pris la décision de me faire aider et je me suis tournée donc vers Manon Persegol, que tu connais bien, qui du coup m'a vraiment beaucoup aidée, qui m'a rassurée sur certains points que je mettais en place et qui étaient bien, qui a corrigé certaines choses qui étaient peut-être un petit peu maladroites ou qui m'a poussée à approfondir certaines choses. Et elle m'a vraiment beaucoup apporté. Là, j'ai commencé à sentir qu'une relation commençait à se mettre en place avec Tofu. C'était naissant. Voilà. C'était vraiment naissant, mais c'est resté très longtemps comme ça, où on sentait qu'il y avait une relation qui se créait. Il y avait un attachement en fait qui était là, mais c'était encore très réservé. D'accord. Ok. Ouais, donc il a mis du temps à vraiment se livrer. Même encore aujourd'hui, il a encore beaucoup de barrières. On travaille encore là-dessus. Ok. Et est-ce que tu as eu recours il me semble que tu avais parlé notamment de CBD, un peu de naturopathie, d'ostéopathie. Tu peux nous en parler? Est-ce que ça vous a aidé du coup avec Tofu? Oui, alors Tofu, je sais que ça a un petit peu controversé, mais Tofu, je lui ai fait une cure de CBD pour la bonne et simple raison qu'il était très très angoissé à la maison. Pas tout le temps, mais il y a eu une période où vraiment on a eu une grosse régression et les bruits de l'extérieur qu'il pouvait entendre de la maison l'angoissaient, mais c'était arrivé à un stade où l'après-midi, il y avait une moto qui passait dans la rue. Ça le rendait... il faisait une crise de panique. Il se mettait à baver, les pupilles complètement dilatées, à respirer très très fort, à tourner dans tous les sens dans la maison. La queue basse, il venait me voir. Et c'était là que c'était hyper compliqué parce qu'il venait me voir pour que je le rassure. Mais je n'étais pas en mesure de le rassurer. Ça l'angoissait encore plus en fait. Donc il venait me voir, il me demandait de l'aide. Il venait se coller à moi, il me donnait la patte, il grattait. Je voyais qu'il cherchait. J'essayais de le rassurer, mais en fait, ça l'aidait pas, ça l'angoissait encore plus. Donc il repartait et il n'arrivait pas à se livrer suffisamment pour que je puisse l'aider. Du coup, je lui ai fait une cure de CBD. Donc c'est pas miraculeux, hein. C'est pas ça qui l'a sorti de cet état de peur. Ça nous a permis de l'apaiser et de pouvoir désensibiliser sur les bruits. Donc je lui donnais ces petites gouttes d'huile de CBD le matin. Ça pouvait être le matin ou l'après-midi quand les motos passaient. Je travaillais avec lui, je le désensibilisais à fond. J'ai travaillé pendant des mois où je prenais des vidéos sur YouTube où je baissais le son le plus possible pour que ça le dérange pas et je renforçais à fond le fait que il y a une moto qui passe, c'est super positif et tout. Et ça nous a pris quand même plusieurs semaines où quand il entendait une moto, il relevait juste la tête de j'aime pas trop ce bruit. Il me regardait, je balançais une petite knacky, il prenait la knacky. Et il attendait, ok, le bruit est passé, ok, c'est bon, je me rendors. Voilà, on est arrivé à ça, quoi. Wow. Alors qu'avant, c'était la panique totale, où il courait dans l'appartement à chercher une cachette. C'était vraiment un mauvais moment, quoi. J'avais vraiment trop de peine de le voir comme ça. Ok, donc ça vous a quand même bien aidé de travailler sur la... Ça a été un très bon outil d'aide. Et puis... Ok, et l'ostéopathie, t'as essayé aussi? J'ai fait, en fait, on a fait un très très gros travail d'ostéopathie parce que Tofu a des soucis de luxation de rotule. Donc c'est un petit souci qui peut être assez récurrent chez le Shiba notamment. C'est pour ça que c'est important de bien prendre dans un élevage où on fait les tests de santé. Tofu, il avait des soucis de rotule, donc j'ai fait venir une ostéopathe pour qu'elle puisse vérifier qu'il ne compense pas trop avec le reste de son corps, que ça ne dérègle pas ses hanches, vérifier tout ça. Et en fait, il s'est avéré que... il avait un énorme nœud émotionnel au rein gauche. Et elle m'a dit, c'est l'organe de la peur. Mais elle m'a dit, là, à ce stade-là, c'est pas de la peur. Elle m'a dit, c'est de la terreur. Et elle m'a dit, là, je peux rien faire. Elle m'a dit, si je fais, je vais le blesser. Il faut se tourner vers quelqu'un d'autre. Donc là, grosse claque. Hein, parce que ça date de l'année dernière. Bon. Donc ça faisait déjà 3 ans que je bossais avec Tofu à fond sur plein de choses. Et qu'on avait, c'était un peu en dents de scie, quoi. Mais on avait quand même de bons progrès. Et là, je suis tombée des nues et je me suis dit, c'est pas possible, comment j'ai pu passer à côté de ça, qu'est-ce que j'ai fait, Donc, elle m'a donné le numéro d'une personne qui faisait des soins énergétiques et de la communication animale. Alors, c'est pareil, la communication animale, c'est un petit peu particulier, soit on y croit, soit on n'y croit pas, c'est propre à chacun. Du coup, j'ai contacté cette personne, on a discuté et je lui ai demandé de faire une communication animale avec Tofu et de faire un soin énergétique. C'était ce que m'avait conseillé donc mon ostéopathe. Ça a été vraiment bouleversant parce qu'elle a essayé de me raconter des choses et donc elle a mis Tofu sous fleur de bac
personnalisé, c'est propre à Tofu, ouais, voilà. Okay. Et on a été tous les deux souffleurs de bac en même temps. La cure s'est faite en même temps. D'accord. C'était en lien tous les deux parce qu'elle a travaillé sur notre relation, parce qu'elle m'a expliqué qu'en fait, une des raisons pour lesquelles Tofu était autant fermé aussi, c'est parce qu'il récupérait, au lieu de récupérer tout mon amour, la positivité que j'essayais de lui envoyer, tout ce que j'essayais de mettre en place, lui, il récupérait que mon stress, mes peurs, mes craintes, mais que ce soit en rapport avec lui ou avec le quotidien, il récupérait que ça. Il était une éponge émotionnelle en fait. Ouais. Il récupérait tout ce qui passait, mais surtout le négatif. Donc du coup, on a essayé de travailler sur ça. Elle m'a donné des exercices à faire. C'était pas facile. Quelques mois après, on a refait une communication animale et elle m'a dit ok, je le sens bien. Moi, j'avais vu des changements à la maison qui étaient assez impressionnants. De toute façon, j'en ai parlé sur mon compte Instagram si jamais certains sont intéressés. Et là, elle m'a dit, ok, on fait revenir l'ostéopathe pour qu'il voit si le travail est terminé. C'est elle qui pourra dire ce qu'il faut toucher à l'animal pour savoir. Et elle est revenue, et là, changement radical est passé sur le rein, et elle m'a dit, vous avez fait le travail a été fait, c'est bon, on sent. Elle l'a débloqué. Il commence à se livrer maintenant, mais c'est encore très, très fragile. Mais il est quand même mieux dans sa tête. Oui, il est mieux dans sa tête. Ouais. Là, vous le voyez pas, mais moi, je le vois. Puis on a déménagé, on a changé de secteur, on est dans une maison avec un jardin maintenant. Et on a emménagé dans la maison, et au bout de quelques jours, incroyable, on rentre du boulot, Tofu qui crie derrière la porte, mais on sentait que c'était un aboiement de « Ouais, vous êtes là, je suis trop content !» Et on a ouvert la porte, et il a sauté partout, la queue dans tous les sens, à prendre ses jouets, les secouer dans tous les sens. On s'est dit « Waouh, mais est-ce que ça va durer ?» Et ça fait plus de 2 mois qu'on est dans la maison, et ça fait 2 mois qu'il nous accueille. C'est la fête, quoi. Et on voit enfin un chien suffisamment en confiance pour se livrer à ce point-là, alors que ça n'existait pas avant. Voilà, c'est génial. Bilan plutôt positif. Maintenant, après coup, ça vous a permis d'apprendre beaucoup, j'imagine, l'un avec l'autre. Ça nous a rapprochés, même si il y a encore du chemin à faire. Ouais. Et en même temps, voilà, je peux comprendre... Il y a une grosse partie quand même qui est passée. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on essaye de renforcer tout ça et de le laisser s'ouvrir de plus en plus. C'est ce qu'il a, entre guillemets, exprimé lors de la communication animale. Il a très peur de se refaire abandonner. Il a pas entièrement confiance dans le fait qu'il est avec nous pour toute la vie. Même si, clairement, quand il est arrivé à la maison, je me suis dit, quoi qu'il se passe, c'est pour la vie, quoi. Qu'est-ce que t'as apporté tout ce travail, alors, avec Tofu ? Qu'est-ce que t'as permis d'apprendre particulièrement ? Alors, ça m'a encore plus passionnée pour l'éducation canine. Clairement, j'ai approfondi tout ça. J'ai essayé de me renseigner le plus possible pour pouvoir comprendre Tofu. J'ai essayé d'apprendre les signaux d'apaisement, en fait, par cœur. J'ai lu le petit livre... Qu'est-ce qu'on appelle signaux d'apaisement ? Alors, les signaux d'apaisement, ça va être toute la communication du chien qui va être physique. Et en fait, ça va être un positionnement. Ça va être, par exemple, tout simplement, petit léchage sur le museau, détourner le regard, détourner la tête. C'est situationnel, hein. C'est pas, des fois le chien il vient de se réveiller, il va bâiller, c'est pas qu'il est en plein stress, c'est juste qu'il vient de se réveiller. Mais voilà, c'est vraiment analyser toute une situation et apprendre à connaître son chien et à pouvoir voir qu'à tel moment il est pas très à l'aise ou à tel moment il communique. Par exemple, lors de rencontres avec des chiens, on les voit se lécher beaucoup le museau, faire des pauses, renifler le sol, détourner la tête, détourner le regard, parfois se détourner totalement, arriver en faisant une courbe. Voilà, il y a tout un panel d'expressions et après ça va aussi dépendre de la personnalité du chien qui va utiliser certains signaux plus que d'autres. Ça c'est vraiment propre à chaque chien. On peut les retrouver facilement sur internet, hein. On tape signaux d'apaisement et on retrouve facilement des petites fiches où ils sont tous listés. Le fait de renifler le sol, de lever la patte. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu des chiens qui se mettent pas en position d'arrêt mais qui lèvent juste un petit peu la patte comme s'ils étaient un petit peu timides. Voilà, ça c'est des choses à observer lors des échanges et vraiment ça c'est quelque chose où tout ça veut dire quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas, il faut pas non plus rentrer dans la paranoïa où mon chien s'est léché les babines, il est dans le mal, tout va mal. Non, c'est pas ça. Par exemple, quand j'ai des invités à la maison qui caressent Tofu, je les invite à faire un test de consentement parce que parfois, c'est juste la façon dont la main a été amenée qui l'a mis mal à l'aise. Si on est passé trop au-dessus, ils aiment pas trop et les chiens, ils voient pas très bien. Donc quand on arrive sur le dessus, il y a un énorme truc qui arrive, c'est pas très clair pour eux. Et des fois, ils arrivent pour le caresser, et Tofu recule, fait plein de signaux, je leur dis fais un test, vérifie s'il a envie de se faire caresser. Et des fois, Tofu il arrive, il se colle à nous pour qu'on le caresse. C'est juste que la manière d'arriver était un peu impressionnante, elle a mis mal à l'aise, donc il a fait des signaux. Voilà, des fois, c'est vraiment apprendre à communiquer avec son chien.
Du coup, je me suis aussi beaucoup renseignée sur les besoins des chiens. De toute façon, c'est assez simple. On va dire qu'on peut prendre la pyramide de Maslow. Très simple, les besoins basiques que tout le monde connaît. Faire ses besoins quand même assez régulièrement dans la journée. Avoir accès à l'eau, la nourriture, pouvoir dormir sereinement. Voilà, il y a le besoin de sécurité. Donc pareil, être dans une relation de sécurité avec ses humains, pas être dans la peur. Se sentir en confiance. Voilà. C'est ça, donc moi j'aime bien aussi rajouter le fait de ne pas être dans une relation où on va penser que son chien veut dominer le monde entier. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été prouvé par la science à plusieurs reprises. Le chien ne vit pas dans cette organisation-là hiérarchique. Le chien, il veut juste vivre sa vie tranquille, quoi. Un individu opportuniste, il veut juste faire ce qui lui apporte le plus de bénéfices. Il n'y a pas d'envie de prendre la place de chef de qui que ce soit. De toute façon, quoi qu'il arrive, le chien, il est tributaire de nous. Faut pas rentrer dans cette peur-là de le chien va me dominer. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a le besoin social aussi, qu'il ait son petit groupe d'amis, qu'il puisse voir régulièrement, pas forcément rencontrer tout le temps des nouveaux chiens, mais voilà, régulièrement pouvoir voir ses copains, c'est important. Pouvoir être libre de renifler, explorer, faire ce qu'un chien fait, quoi, en fait. Il y a le besoin d'utilité auquel on pense pas forcément. L'humain a créé les races pour des choses en particulier. Ouais, des activités très ciblées. Voilà, c'est ça. Donc on pense notamment le berger avec le troupeau, le chien de chasse avec la chasse. Il y a des chiens de chasse qui ont été sélectionnés pour un moment de la chasse particulier, donc le lever de gibier, le pistage, ceux qui vont dans les terriers, les chiens qui creusent. Voilà, tout ça, il faut pas trop l'oublier, de proposer aussi des activités en lien avec l'utilité, avec le besoin d'utilité de son chien. Avec leur instinct, parce que c'est vraiment dans leur ADN. Et, exactement, c'est vraiment des choses qu'ils ont besoin de faire à proprement parler. C'est vraiment des vrais besoins, quoi. Des chiens qui sont énormément attirés par l'eau parce qu'on les a sélectionnés pour être attirés par l'eau, et aujourd'hui, on leur demande de ne plus être attirés par l'eau. Par exemple, les borders qui sont attirés par le mouvement parce qu'on les a sélectionnés pour qu'ils soient sur le qui-vive, pour qu'ils puissent s'occuper du troupeau et tout ça, et on leur demande de plus trop poter, de plus bouger, répondre à ces besoins-là qui sont quand même fondamentaux aussi. J'entends là que tu as quand même appris à vivre d'une certaine manière avec une autre espèce, parce que c'est ce qui se passe aussi quand on adopte un chien. On vit avec un autre animal qu'on doit apprendre à connaître, etc. Exactement. Donc on entend qu'il y a quand même une certaine reconnexion un peu à son instinct, à ce qu'il est et à ce dont il a besoin. Donc c'est top. Tu as un compte Instagram, je crois, depuis un petit moment. Est-ce que tu peux nous en parler, notamment nous dire ce que tu partages sur ce compte et les raisons de pourquoi tu as créé ce compte-là et ce que ça t'a apporté ? Oui, alors c'est vrai que j'ai commencé Instagram il y a un petit moment maintenant. Au début, c'était vraiment purement pour partager des photos de tofu, parce que j'en avais beaucoup, et que j'avais ce besoin de partager sur ce que je vivais avec tofu. Et il y avait aussi ce côté où j'avais envie de sensibiliser sur ce qui se passait avec les animaleries. Montrer que, voilà, moi je vis ça avec tofu, mais je suis pas un cas isolé. Enfin, derrière tout ça, en fait, je me disais, si 15 personnes passent sur mon compte et voient ça et se rendent compte que ah ouais, d'accord, l'animalerie, ça a causé ça à tofu. Peut-être que je vais pas me tourner vers une animalerie, alors je vais peut-être me tourner vers une autre possibilité d'adoption. Un côté préventif. Voilà, c'est ça, un côté préventif, sensibilisation. Et aussi montrer que, voilà, quand on récupère un chien qui a des soucis, ça veut pas dire que c'est irrécupérable, que voilà, c'est du boulot, c'est de l'investissement, mais qu'on peut faire de belles choses parce que les chiens, ils sont capable de beaucoup de choses. Et même un petit chien qui a un passé vraiment compliqué, qui a vécu des choses, il arrive à s'ouvrir et à progresser. Enfin, très clairement, les personnes qui l'ont connu avant et qui le voient maintenant ne le reconnaissent pas. Ce n'est plus le même chien. Et pourtant, on a encore beaucoup de progrès à faire. Donc un vrai partage d'expérience. C'est ça. J'imagine que tu as dû faire plein de rencontres. Ouais, incroyable. Ouais, c'est assez fou. Instagram, ça m'a apporté beaucoup de choses au quotidien. J'ai rencontré des personnes qui aujourd'hui sont devenues mes amies, très clairement. Que je pars en voyage avec elle. Ouais, il n'y a pas un jour qu'on passe sans discuter, et je trouve que c'est hyper enrichissant de savoir qu'on peut rencontrer des personnes qui sont à l'autre bout de la France. C'est des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on ne s'était pas croisés sur Instagram, quoi. Donc c'est assez fou. Tu partages aussi beaucoup de choses que tu as pu apprendre via ton travail avec Tofu, et notamment sur ce respect des besoins du chien, de respecter ses instincts, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche ? C'est un sujet qui est assez peu abordé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, même de manière générale, il faut quand même creuser un petit peu pour arriver à ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? J'ai l'impression que ça met un peu en parallèle les besoins du chien et puis les attentes humaines. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Alors, c'est vrai que sur Instagram, moi, quand je me suis tournée vers l'éducation bienveillante, j'avais vraiment
en tête vraiment de mettre ça aussi en avant, le fait de montrer qu'avec une éducation bienveillante et respectueuse, j'ai un chien à problème, j'ai un chien qui avait peur de tout, qui vraiment avait des soucis de comportement. J'avais envie de montrer que en étant bienveillant, respectueux et compréhensif, on peut faire des choses incroyables. Et je pense que Tofu, il est quand même bien la preuve que cette éducation, elle s'adapte à tous les chiens et qu'il n'y a pas de limite en fait. Et quoi qu'il se passe, on peut réussir à aider son chien. Et ça, c'était vraiment un truc que je voulais partager sur les réseaux. À ça s'ajoute le fait d'essayer de comprendre au maximum son chien, essayer de répondre à tous ses besoins et vraiment être dans une attitude de respect, mais dans toute la globalité du chien, que ça soit physique, psychique, émotionnel. En fait, j'aime bien me dire que les gens puissent venir sur mon compte et ça les fasse réfléchir. Moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien me secouer dans tout ce que je connais. Voilà, des fois, j'ai un avis sur quelque chose et je sais qu'il y a, par exemple, il y a une étude qui est sortie et qui va avoir des arguments complètement contre ce que moi je pense. Et j'adore aller lire ces articles-là en me disant je veux savoir ce qu'ils disent, je veux savoir leurs arguments, je veux savoir pourquoi. Et je sais que des fois, j'ai changé d'avis sur certains trucs parce que je pensais savoir des choses et au final, ces informations-là sont arrivées et je les ai trouvées beaucoup plus pertinentes que celles que j'avais lues avant. Et voilà, et je m'étais dit que sur mon Instagram, si les gens peuvent venir et se dire que juste, même pas tout prendre, mais prendre quelques petits trucs pour améliorer le quotidien de leurs animaux. Les animaux sont tellement complexes et on en apprend au quotidien et on n'a jamais fini de se former. Mais oui, l'idée, c'était ça, de proposer, de montrer que je mettais certaines choses en place avec Tofu et que peut-être des gens pouvaient se retrouver dans cette idée de mettre ça aussi en place pour répondre encore plus aux besoins du chien et aussi baisser nos exigences un petit peu à nous qui sont parfois très élevées. Voilà, notre monde n'est pas forcément naturel et inné pour le chien. On leur demande des choses. Voilà, eux, ils ne comprennent pas pourquoi le matin, il faut qu'ils fassent leurs besoins assez rapidement parce que nous, derrière, on va travailler. Pour eux, c'est la sortie, c'est leur moment. J'ai envie de renifler, j'ai envie de faire ci. Pourquoi on fait que 20 minutes de balade alors que j'ai envie d'en faire 1 heure voilà, c'est pas... Et j'essaye de montrer, voilà, par exemple, le matin, des fois, ça arrive que j'ai que 20 minutes de temps devant moi parce que je me suis mal organisée, parce que je suis humaine et que voilà, je suis pas parfaite. Et du coup, j'essaye de laisser sur ces 20 minutes Tofu profiter à max comme il veut. Donc, s'il veut renifler pendant 15 minutes, la même brindille, il renifle. Après, voilà, il y a aussi mes exigences d'humaine où j'ai besoin qu'il fasse ses besoins. C'est pas forcément très naturel pour lui. Voilà, il est 8h. Lui, il aurait peut-être voulu dormir jusqu'à 10h et faire son petit pipi à 10h. Là, désolé, j'arrive. J'ai mes responsabilités d'humaine et mes exigences à moi. Il faut que tu fasses tes besoins à cette heure-là précise. J'essaye de compenser à côté, quoi. Il y a une vraie volonté de concilier entre voilà, nos besoins à nous c'est ça, voilà. et à lui. Mais on entend surtout qu'il y a un vrai travail de déconstruction des exigences humaines qu'on peut avoir vis-à-vis de nos chiens, que ce soit des règles de vie. On leur impose énormément de contraintes quotidien dans notre maison, dans notre vie, qui ne sont pas forcément en adéquation avec eux, ce dont ils ont besoin. Je trouve ça très, très important. Je pars du principe qu'avec Tofu, on est une équipe, on est un duo. On s'adapte l'un à l'autre. C'est pas à sens unique. Pour moi, c'est vraiment... voilà, tel jour, je suis désolée, Tofu, j'ai pas le temps de plus te sortir, de plus te proposer de choses. C'est pas grave, il s'adapte. Mais par contre, dès que moi, je peux, je vais m'adapter à lui pour pouvoir lui offrir ce dont il a besoin. Donc, c'est vraiment prendre en considération que le chien, c'est pas très naturel pour lui de nous attendre toute la journée. Typiquement, le chien, quand il est chaud, il arrive chez nous, il est propre au sens canin du terme. Normalement, il ne va pas faire sur ses couchages, il ne va pas faire là où il mange. Par contre, il va s'éloigner de son couchage et il va peut-être faire un pipi au milieu du salon, quoi. Pour lui, c'est propre. Nous, au sens humain de la propreté, c'est pas dans la maison du tout. On va venir, du coup, lui apprendre, mettre un apprentissage derrière pour qu'il fasse ses besoins ailleurs que dans la maison. Mais du coup, on va venir lui demander de se retenir parfois plus qu'il ne ferait naturellement. Il faut prendre ça en considération aussi. Oui, il faut en avoir conscience. C'est vrai que ça peut paraître être un apprentissage complètement normal, etc. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a plein de chiens qui ont du mal avec la propreté, qui mettent plus longtemps que d'autres, parce que c'est pas naturel pour eux et il faut pas l'oublier. C'est vrai que quand on a son chiot qui arrive parfois et qui a 2 mois et demi, 3 mois, on voudrait qu'il soit chaud. Or, on oublie souvent qu'en fait, un chiot, avant ses 4 mois, il n'est pas... physiologiquement, il n'est pas apte à se retenir autant, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, on leur en demande beaucoup. Ils arrivent dans notre maison. Après, c'est humain, mais nous, on est déjà très attachés à notre chien.
Et on aimerait que cet attachement il soit immédiatement réciproque. Ouais. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure en plus. Avec Tofu, ça a été très compliqué. Et j'avoue qu'il y a eu des moments où on s'est dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'un jour, il va nous apprécier, quoi? C'était un peu... Voilà, c'est désarmant. Ouais. Il y a des chiens, surtout quand ils sont pris en refuge, à l'âge adulte, qui des fois mettent du temps à faire confiance. Et il y a même des chiots qui sont un petit peu sur la réserve et qui vont mettre du temps aussi à faire confiance, à se livrer. C'est pareil, voilà, le chiot, quand il arrive, il doit faire ses dents, il mordit. Voilà, on a tendance à vouloir vite qu'il ne mordit plus, qu'il comprenne vite que le mordiment, ça fait mal et que c'est pas un comportement que nous, on juge adapté, alors que pourtant, pour le chien, le mordiment, c'est un comportement normal. Il y a l'apprentissage des autocontrôles qui leur est fait de toute façon auprès de ses congénères, mais on doit prendre ce rôle-là et lui octroyer ces apprentissages-là, mais c'est pas forcément évident. C'est ça, il faut faire preuve de patience et il faut aussi vraiment comprendre qu'on l'enlève de son monde canin, où il est avec sa fratrie, sa maman et peut-être encore d'autres. Des fois, quand c'est un élevage qui a plusieurs portées en même temps, des fois, ils ont été mis au contact d'autres chiots, d'autres adultes. Et il arrive dans une grande maison, tout est grand pour lui. Il arrive, tout est nouveau, c'est un petit peu intimidant, ça peut faire un petit peu peur. Et puis, les humains, ils partent travailler parce qu'ils ont leur vie aussi d'humains. Et on leur demande de s'adapter tout de suite, d'accepter que, petit chien, de 8h à midi, si tu as de la chance, les humains, ils pourront rentrer à la pause du midi, mais pas tous. Et voilà, il faut qu'il accepte de rester tout seul, sans chouiner, sans hurler, sans tout détruire. C'est compliqué, quoi. Et puis, en plus, il y a des chiens qui ont vraiment ce besoin de destruction qui est assez présent et où l'humain, non... Tu peux pas détruire le canapé, quoi. Le canapé, il a une valeur. Le chien, il n'a pas la notion de la valeur. Tout ça, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est souvent les exigences humaines versus les besoins du chien. Et c'est difficile de jongler entre les deux. Et c'est ce que j'essayais d'un petit peu montrer sur mon compte Instagram. Ce que je mets en place, c'est pas parfait. Mais j'essaye au mieux de répondre aux besoins de mon chien tout en donnant des petites idées. Typiquement, avec l'alimentation... le chien, dans la nature, entre guillemets, sa nourriture, elle tombe pas de façon immuable, à heure fixe, toujours sous la même forme, au même endroit, dans un contenant. C'est pas comme ça, quoi. Il n'y a pas les croquettes dans la gamelle à 8h32 qui tombent tous les matins. Exactement. On se rend pas compte, mais l'activité alimentaire du chien, elle est quand même énorme. Normalement, elle est aux alentours des 5 heures. Clairement, quand on pose la gamelle le matin pour que le chien mange, allez, en 2 minutes, c'est torché. 5 secondes pour nous. Oui, en plus, quand on a un petit glouton, c'est encore plus rapide. Et c'est vrai que moi, j'ai cherché, et en plus, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Instagram, sur le compte d'une éducatrice, Audrey, Happy Good Dog, qui partageait beaucoup sur ça avec le hashtag manger sans gamelle et tout. Et du coup, moi, au début, je me disais, mais quand même, est-ce que c'est pas trop surstimuler son chien quand on l'a sorti quand même plus d'1 heure, qu'on lui a donné de quoi mastiquer? Est-ce qu'au quotidien, quand il a eu une bonne balade avec des copains, qu'on a répondu à tout ça, est-ce que rajouter encore du sang gamelle, c'est adapté? Et vu que j'adore me renseigner et tout savoir et tout remettre en question, j'ai cherché de mon côté, je me suis renseignée, j'ai lu des livres, des articles, et je me suis rendu compte que, carrément, manger sans gamelle, c'est complètement adapté au chien, et ça répond encore plus à ses besoins, parce que à réfléchir, à chercher, à renifler, ça dépend accès à son alimentation comme il ferait dans la nature, en fait, parce qu'il a besoin de chasser. Exactement, et j'avais, durant un temps, sur mon compte Instagram, je m'étais amusée à chronométrer combien de temps il mettait pour manger. Bon, après, Tofu n'était pas un très gros glouton, donc la gamelle, il la mangeait pas en 5 secondes comme Charlie. Mais plutôt, on était sur du 4-5 minutes. Je pouvais arriver jusqu'à 20-30 minutes certains jours, quoi. Ce qui est quand même pas négligeable, donc, et tout cumulé, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le besoin d'activité journalier du chien, le besoin de mastiquer, d'explorer, de renifler, l'activité physique, l'activité cognitive, de réfléchir et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je sortais mon chien, que je le laissais choisir donc son chemin, donc une petite balade intuitive, instinctive, je le suis, il renifle, il répond à ses besoins en fait. Il va faire sa petite vie. Des fois ça arrive, il n'a pas spécialement envie de se balader, on fait 20 minutes. Ça m'est déjà arrivé le matin d'avoir que 20 minutes de dispo.
Et j'ai rien besoin de lui demander, en fait, il fait 20 minutes et puis il rentre à la maison tout seul, voilà, donc c'est parfait quand c'est comme ça. Certains matins, malheureusement, il aimerait bien un peu plus, mais oui, en moyenne, Tofu, je le sors entre 1h, 1h30. Certains jours, il me demande jusqu'à 2 heures de balade, donc on va jusqu'à 2 heures. Je lui propose, il a une petite boîte remplie d'éléments de friandises à mastiquer. C'est assez varié, hein. J'ai du nerf de bœuf, oreille de lapin, groin de porc, trachet de bœuf. Plein de trucs hyper glamour qu'on adore. Voilà, c'est ça. C'est rigolo parce qu'avant avant que je sois dans cette démarche-là, il prenait une friandise et je lui donnais. Il était très content hein, parce qu'il avait sa petite friandise. Et puis maintenant, il a sa boîte et je lui propose. Et c'est rigolo parce que malgré tout le choix qu'il a, c'est toujours la même friandise qu'il prend. J'ai toujours le groin de porc. Alors qu'avant, je diversifiais tout le temps en pensant bien faire. Et finalement, il préfère cette friandise-là. Donc je laisse choisir et il y répond du coup tout seul. Et ça m'a permis aussi de découvrir que... Tofu, il n'était pas très habile avec sa truffe, tu vois. Il reniflait, mais tu lui poses une knacky par terre, il la trouvait pas tout de suite. Hein. Fallait l'aider. Ah ouais, c'était pas... Tu vois, à contrario, avec Charlie, qui est un petit beagle, qui lui a le flair bien aiguisé, Tofu, c'était pas ça au début. Et je me suis rendu compte que, pourtant, il avait très très envie de renifler. Et grâce à ces balades, je me suis rendu compte qu'il avait envie que je lui propose des activités où justement je le faisais beaucoup plus renifler. Et je lui ai proposé, je me suis amusée à lui cacher des friandises dans des serviettes, dans des parties où il y avait de l'herbe. Et j'ai vu qu'il adorait ça, il en raffolait. Et du coup, j'ai investi dans des jouets distributeurs, des Kong, des Wobbler. Voilà, j'essaye de prendre dans des marques différentes pour lui proposer. C'est un peu toujours pareil, hein, c'est soit de la pâtée qui est mise dans des jouets, mais voilà, il faut qu'il réfléchisse, qu'il trouve une solution pour les utiliser, et plus ça va, plus il devient compétent. Et c'est rigolo parce qu'il a une méthode bien à lui, et ça répond, voilà, une journée type pour Tofu, c'est... alors, soit je le travaille durant la balade, donc du coup, il mange durant la balade. C'est une balade en laisse, donc il court pas, je fais attention à ça. Donc il va manger en faisant des exercices. Soit on se balade et il mange en rentrant. Et donc là, je lui propose son wobbler ou... Enfin voilà, j'ai un petit stock de jouets sympas que je lui propose et il adore et il mange avec ça. Et généralement, du coup, il a quasiment tout son apport d'activité assez plutôt bien rempli. Il a bien reniflé, il a bien exploré. Bon, à la campagne, on croise un petit peu moins de chiens. Donc j'essaye régulièrement de proposer des balades à des copines pour qu'on puisse se voir. Et du coup, quand on fait le bilan en fin de journée, et en plus j'aime bien me noter tout ce que j'ai fait avec lui, il se promène, ouais, voilà, 1h30, 1h30, parfois jusqu'à 2 heures en semaine, où je le laisse renifler, explorer, je le laisse se rouler dans des trucs dégueux s'il a envie de se rouler dans des trucs dégueux, parce que j'essaye de le laisser être un chien en fait, c'est vraiment ça ce que je recherche le plus possible. Donc accepter qu'un chien ça se roule dans des trucs dégueux, ça fait partie de ce qu'il aime, le laisser courir, renifler, s'il veut rester pendant 15 plombes sur la même branche à renifler parce que l'odeur elle est incroyable, bon bah ok, on reste sur la même branche, voilà. Et j'essaye de pousser le truc où vraiment lui laisser un libre arbitre le plus possible, où je pousse ça sur le consentement un petit peu au quotidien. Donc voilà, des fois, je lui propose, si j'ai la possibilité, par exemple les week-ends surtout ou le soir, s'il n'a pas envie d'aller se promener, ok, on ne va pas se promener. Et bon, Tofu, il a du mal à demander encore, hein. Comme je t'ai dit, il ne s'exprime pas beaucoup, mais le fait de le nourrir avec des jouets distributeurs, de temps en temps, il me ramène ses jouets. Un truc à la gamelle, Tofu, il faisait pas. Hein. Il réclame pas grand-chose. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'en plus, en mettant ça en place, il arrivait à m'exprimer qu'il avait faim et qu'il voulait qu'on lui donne à manger, j'étais trop heureuse. Je me suis dit, ouais, j'ai trouvé un moyen que mon chien s'exprime, c'est génial. Ce sujet est hyper intéressant. On le voit pas toujours abordé. C'est vrai que c'est assez rare d'aborder ce sujet-là, un peu de reconnexion et de prise d'initiative pour le chien. Est-ce que tu aurais des idées d'habitudes qui sont pas forcément adaptées aux chiens et pourtant qu'on voit souvent? Oui, c'est vrai qu'il y a le mythe du jardin. J'irais même plus loin, le mythe du chien qui est malheureux en appartement. C'est une croyance qui est en plus assez présente, où on pense que le chien, pour être heureux, il a besoin d'une maison avec un jardin. Mais souvent, ce chien, il sort jamais du jardin. Souvent, les gens pensent vraiment... ils pensent bien faire en se disant qu'ils ont un jardin, le chien n'a pas besoin de sortir.
parce qu'il y a le jardin et qu'il peut être dehors toute la journée. Et pourtant, comme je disais, le chien, il a besoin d'explorer. Le chien, il vit dans un monde d'odeurs et il a besoin d'explorer, de renifler les odeurs des autres, de laisser ses odeurs, de courir, de se rouler dans des trucs, d'interagir. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout d'explorer, en fait. Le chien, c'est un explorateur. Dans son jardin, malheureusement, très rapidement, chaque brin d'herbe devient insignifiant, a toujours la même odeur. Il n'y a pas du passage dans le jardin comme il pourrait y avoir dans la nature. Ou même dans un lieu urbain. Dans un parc. Oui, voilà, c'est ça. Même en ville, les odeurs sont très très fortes et très, très intéressantes aussi pour les chiens. C'est pas le même mode de vie. Le chien, il a besoin d'être sorti. Chaque chien a ses besoins qui lui sont propres en termes d'activité, en termes de sortie. Mais c'est important que le chien puisse sortir et explorer, découvrir, renifler. Ça fait vraiment partie de qui il est. Et le chien, ses yeux, c'est son nez, quoi. Et quand il reste enfermé dans son jardin, malheureusement, souvent c'est comme ça qu'on découvre aussi des soucis de comportement qui vont apparaître, parce que le chien ne peut pas répondre à ses besoins avec le jardin. C'est pas possible. Et puis, c'est ça. C'est-à-dire que s'il a besoin de courir, il peut courir. S'il a besoin de faire ses besoins, il peut faire ses besoins. Mais par contre, en termes d'activité exploratrice, olfactive, sociale, on n'y répond pas du tout, quoi. Oui, c'est un peu comme si le jardin devenait une extension de la maison. C'est exactement ça, c'est une pièce supplémentaire. C'est vrai que souvent, avant d'avoir un chien, on a souvent cette croyance-là qu'avoir un jardin, ça serait mieux pour lui. Mais il faut savoir que chaque chien est très différent. Par exemple, moi, Charlie, il adore son jardin, il passe des longs moments tout seul dedans, il adore, il y a plein de trucs, il y a plein de chats qui passent, donc en plus ça c'est génial. Mais par exemple, je connais beaucoup de chiens qui sont pas du tout intéressés par le jardin, qui veulent pas y aller tout seuls. Il y en a qui font même pas leurs besoins dans le jardin. Voilà, ou qui veulent pas faire leurs besoins. Tous les chiens sont vraiment très différents en fait par rapport à cette relation-là qu'on peut avoir au jardin, ça. Alors que nous on idéalise ça comme ça va être trop bien pour lui. C'est ça, c'est le Saint Graal. Ils vont avoir leur relation avec le jardin, mais là où ils vont tous se retrouver, c'est qu'ils ont tous besoin d'en sortir. Oui, c'est ça, c'est que c'est très pratique pour les sorties hygiéniques. C'est ça, rapide, le matin, le soir. Voilà, c'est hyper facile, on ouvre la porte, il y va et il revient, il n'y a pas de souci. Mais ça ne dispense pas que voilà, il a besoin d'autres choses et de plus. Donc effectivement, des fois, il y a plus de sorties quand on est en appartement que si on était en maison. Et... là, avec le jardin, j'ai pas changé mon nombre de sorties pour Tofu. On sort toujours de la même manière. Oui, parce que tu as connu un autre mode de vie du coup en appartement. Oui, c'est ça, on a vécu 4 ans en appartement et là maintenant qu'on a la maison, de temps en temps je lui propose le jardin, mais ça me dispense pas de le sortir dans la journée en plus, voilà. Et il le sait aussi que de toute façon il y aura une sortie à un moment donné, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Je voulais passer un petit peu à la partie conseil. Qu'est-ce que tu conseillerais comme habitude à instaurer que tu mets peut-être en place, toi, avec Tofu au quotidien, qui permettent de plus respecter ses besoins-là, comme on l'a dit, et qui permettent de lui laisser un peu plus d'initiative aussi? Oui, alors je dirais donc accepter son chien dans son entièreté. Vraiment, Tofu, lui, son kiff, c'est de se rouler dans des crottins. Et, voilà, j'ai lâché prise et je le laisse se rouler dans ses crottins. Voilà. Vous faites plus de douche. Voilà, en contrepartie, par contre, il faut qu'il accepte la douche. Mais voilà, c'est vraiment accepter son chien pour qui il est. C'est vraiment très important parce que il va avoir des besoins qui vont nous paraître peut-être un peu bizarres. Voilà, se rouler dans du crottin, pour nous, c'est dégueu. Je suis pas ravie de le laver derrière, de mettre les doigts. Mais voilà, c'est quelque chose qui, lui apporte satisfaction et ça fait partie de ses besoins. Et donc, mettre en place des choses, typiquement, moi, manger sans gamelle, pour moi, c'est quelque chose qui répond vraiment très, très bien aux besoins du chien, puisqu'on allonge son temps d'alimentation et de consommation. Et en plus, on le fait réfléchir, on le fait renifler, on le stimule, en fait. Et c'est vraiment hyper important, puisque c'est ce qui se passe, c'est ce dont a besoin le chien au quotidien. Je dirais aussi la liberté. On n'en parle pas beaucoup. Évidemment, la liberté avec de la sécurité, mais vraiment permettre à son chien d'investir dans une longe de 10 mètres et lui permettre de pouvoir faire autre chose que juste une balade au bout des 3 mètres de laisse. C'est hyper important parce que le chien, même s'il est domestiqué, ça reste un animal et il a besoin d'être libre de ses mouvements. Voilà, c'est vraiment super important. Donc, voilà, si le chien il a des soucis de rappel ou qu'on n'a pas un lieu qui est adapté pour pouvoir le lâcher, c'est possible aussi. On investit dans une longe et on lui offre 10 mètres de liberté si vraiment c'est pas possible de lâcher. Et pas hésiter, si on n'arrive pas à lâcher son chien, à se tourner vers un éducateur aux méthodes bienveillantes, évidemment, pour pouvoir bosser ça parce que
Parce que si vous y arrivez pas, c'est peut-être qu'il vous manque un petit quelque chose pour pouvoir y parvenir. Et voilà, ouais, la longe, pour moi, ça fait partie des éléments. Tofu, je le promène quasiment tout le temps en longe. Parfois la longe est tenue, parfois la longe est lâchée. Ça va dépendre de comment je le sens aussi dans la journée. Si je sens qu'on n'a pas de connexion, je tiens la longe. Ouais. Si je sens qu'il fait attention à moi et tout, je lâche la longe. Il n'y a pas si longtemps que ça, avant qu'il y ait une grosse rechute, Tofu, je le sortais beaucoup sans laisse, dans les endroits où je savais que c'était sécure. Et clairement, il n'y a pas mieux, quoi. Là, il répond à 100% à ses besoins. Il court. Typiquement, hier, moi, j'ai fait 7 km de balade. Je sais très bien que lui, il en fait beaucoup plus. Ouais. Un chien en libre va quasiment doubler le kilomètre qu'il va faire au niveau... Puis, il va pouvoir passer le temps qu'il veut sur les odeurs. Il peut... il répond vraiment à ses besoins. La liberté est très importante. Ouais. Et on peut faire de la semi-liberté avec la longe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Moi, les balades aussi, où je le laisse choisir... C'est pour moi hyper important aussi parce que... Ce que tu as appelé les balades intuitives, c'est ça? Ouais, c'est ça, où je le laisse choisir. Et, l'itinéraire. C'est ça, il choisit l'itinéraire. Quand c'est possible pour moi, je laisse choisir le temps de balade. Et je suis juste là pour être garante de sa sécurité parce qu'évidemment, nous, en tant qu'humains, on est là pour gérer la sécurité. Laisser le chien prendre beaucoup d'initiatives, ça lui donne confiance en lui et ça renforce aussi la relation avec son humain. Clairement, le chien, il peut pas... C'est pas un robot, quoi. Il peut pas être toujours... Sous nos exigences. Il faut parfois qu'on les baisse et qu'on accepte aussi qu'il a besoin de prendre des décisions. C'est important pour chaque individu, en fait. Et moi, j'essaye de le pousser le plus possible jusqu'à faire des tests de consentement régulièrement. J'ai mis en place... je me suis formée là-dessus parce que c'était important pour moi, à tout ce qui était les soins coopératifs. Ouais. Où Tofu me dit quand il est OK pour les manipulations et quand il est plus à l'aise ou qu'il a besoin qu'on arrête. Et j'essaye de pousser ça le plus possible. Et j'ai vu des changements. On peut se dire, ouais, mais le chien, il n'aura jamais envie. Et en fait, ça renforce tellement la relation de lui laisser la chance de pouvoir dire non, là, vraiment, j'ai plus envie ou ça me met vraiment trop mal à l'aise. Et du coup, je vois Tofu qui accepte des manipulations qu'avant, il n'acceptait pas spécialement facilement. Le brossage des cuisses, c'était quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Et là, maintenant, avec les soins coopératifs, il les accepte. Et il les accepte parfois pendant très longtemps, où j'ai le temps de le brosser entièrement. Et des fois, c'est moi qui lui dis c'est fini, Tofu, tu peux partir. Et il est là en mode non, tu continues, encore, j'en veux encore. Donc c'est super chouette. La relation du binôme humain-chien, elle est renforcée, quoi. Ouais. Parce qu'il sait qu'il peut dire non, il a le droit de dire non, mais il a le droit de dire oui aussi. Et on se retrouve avec des animaux qui disent oui beaucoup plus facilement, du coup. Ouais. Et donc tout ce travail-là que tu partages sur Instagram, je trouve ça déjà génial parce que on le voit pas beaucoup et vraiment c'est hyper important, hyper intéressant et ça contribue vraiment à faire changer les mentalités. C'est le but de ce podcast, donc je suis très très contente. Après, je suis pas parfaite, hein. J'aime bien juste montrer des pistes et si ça peut... mais en moins d'ouvrir un peu les esprits, je trouve ça déjà... Ouais, voilà, je me dis juste si ça peut inspirer des gens et j'ai des gens en plus qui des fois viennent me parler et me parlent de choses qu'ils ont testées et tout. C'est vraiment un échange là-dessus où on me dit ah tiens, j'ai testé tel truc, j'ai pensé à toi, je suis sûre que ça va te plaire et tout. Et généralement, ça me plaît. Parce que les gens ont bien cerné comment j'étais et c'est hyper intéressant, quoi. Ok. Et du coup, la relation que tu as avec Instagram, tu as quand même une bonne communauté qui te suit. Comment ça se passe? Comment tu le vis? Et j'imagine que tu en as tiré aussi beaucoup de bons. Alors, Instagram, j'ai appris à prendre pas mal de recul. Ouais. Parce qu'il y a un côté qui est vraiment incroyable. Enfin, j'ai rencontré des personnes qui sont merveilleuses. Vraiment, c'est hyper inspirante et je ne saurais même pas vraiment décrire, mais des personnes qui font partie de mon quotidien aujourd'hui, des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer sur Instagram. On a la possibilité d'avoir accès à énormément d'informations, que ce soit de professionnels ou de particuliers qui s'intéressent, qui sont passionnés, et je trouve ça vraiment, franchement, c'est une chance. L'information est quand même très vite disponible, mais il y a aussi un petit peu le revers de médaille où il faut faire un petit peu le tri et prendre du recul parce qu'il y a des choses qui se font sur Instagram qui, des fois, sont pas toujours très bienveillantes pour l'animal. Ouais. Il y a énormément de comptes d'instapètes, comme on les appelle, de comptes de chiens. Il y en a un nombre incroyable. Enfin, moi qui débarque, là, je pense que j'étais pas prête. On est nombreux, il y a une très grosse communauté. Mais Du coup, c'est pas toujours très, très clean.
qu'on voit ? Ouais, bah des fois, oui, on voit des choses un petit peu où, en fait, sur Instagram, des fois, on peut facilement se perdre. J'ai déjà vu des comptes qui présentent du contenu en mettant leur chien volontairement mal à l'aise parce que ça va faire rire, ça va faire sourire, ça va être partagé, ça va être... voilà. Alors, moi, je me pose la question de est-ce que c'est vraiment bienveillant pour l'animal de mettre ça en place ? Alors oui, le chien, il n'est pas maltraité, il n'est pas... voilà, on ne lui fait pas de mal. Mais est-ce que... Enfin, voilà, Ouais, moi, ça me met un peu mal à l'aise quand même. Entre éthique et c'est ça. Et souvent, souvent la frontière entre la notoriété et l'éthique, elle est, des fois, elle est franchie. On va dire que... Moi, je sais que je suis sur Instagram pour vraiment partager ma réalité avec Tofu et dans une optique de bienveillance, d'échange, de partage. J'attends rien en fait derrière, juste de l'échange et du partage. Ouais. Et je sais qu'il y a certaines personnes, et de toute façon, c'est comme ça un peu partout, hein, sur Instagram, quoi qu'il arrive, que ce soit dans le monde canin ou pas. Ouais. Y a des gens qui sont là pour récupérer des choses gratuites, pour récupérer des partenariats, pour avoir de la visibilité. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient en vivre, en fait, tout simplement. Et du coup, de temps en temps, on peut se perdre un peu et se retrouver sur du contenu où les gens font pas attention parce que ils ne voient pas le mal. Ouais. Et je suis vraiment pas du tout en train de dire que... Enfin, c'est pas une critique. Mais c'est vrai que ce serait intéressant si sur Instagram, il y avait une prise de conscience des contenus qui sont partagés parfois, qui sont vraiment très limites. Ouais. Voilà, on voit des choses aussi sur Instagram, moi, qui me gênent énormément. Il y a de plus en plus d'abandon sur Instagram. Et ça normalise l'abandon. Et ça me pose vraiment problème, où on voit des comptes qui prennent des animaux comme ça. Et puis l'animal disparaît comme ça. Voilà, on voit des choses sur Instagram où il faut vraiment essayer de prendre du recul parce que sinon... faut faire attention à ce à quoi on donne de la visibilité. C'est aussi, ça. Parce qu'on est vraiment, en fait, en likant, en repartageant, on donne de la visibilité et parfois à des comptes qui ne sont pas très bienveillants avec leurs animaux. Très bienveillants, ouais. On accepte de faire de la promotion de certains produits, de certaines choses, alors que juste avant, on a dit qu'on était contre ça, mais par contre, ça va apporter de la visibilité, donc les gens acceptent. Voilà. Moi, j'ai rien du tout contre les partenariats, parce que je suis à fond pour récupérer des bons plans, connaître des petites boutiques et tout. Voilà, faut trier et faire attention. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que la frontière est très fine entre éthique et popularité, et des fois elle est un petit peu franchie, et c'est pas évident, mais même pour les comptes, hein, c'est pas évident parfois voilà, on est toujours très flatté quand on reçoit des partenariats, on a envie d'accepter, et parfois voilà, faut savoir prendre du recul. Merci beaucoup Marie, je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que avoir un chien a changé à ta vie ? Énormément de choses. Et Tofu a vraiment bouleversé mon quotidien de manière assez énorme. Déjà, il m'a ouvert sur l'éducation canine. Je ne pensais pas un jour m'intéresser à ce point-là sur ce sujet. Ouais. Et vraiment, je suis passionnée. Je commence à avoir une bibliothèque qui se remplit, mes petites formations qui s'accumulent, tout ça. Il m'a fait rencontrer des personnes, mais que ce soit via Instagram ou pas Instagram, j'ai rencontré des personnes... qui sont aujourd'hui mes amis, que je vois avec ou sans Tofu, avec qui je discute au quotidien. Et c'est un autre monde. Vraiment, le chien nous ouvre sur une autre partie du monde qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est pas pareil. Ma vie sociale a changé. Ouais, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs qui pourraient aider nos auditeurs à améliorer leur relation avec leur chien ? Alors, j'aurais 2 livres qui me semblent... qui vont bien aller avec tout ce qu'on a parlé. C'est Les signaux d'apaisement de Thierry Drugas. Ouais. Et également Mon chien est heureux de Joël Dehaas. Okay. Donc, bien prendre la nouvelle édition. Tout ce qui est dans ce livre, il y a un petit peu tout à prendre et à laisser. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Notamment, il a toute une partie sur les besoins journaliers du chien. Et c'est très bien expliqué, et moi j'ai vraiment adoré ce livre, et je pense que si on veut se renseigner sur les besoins en termes d'activité du chien, ce livre est plutôt pas mal. Ok, trop cool, je le note même pour moi, parce que je connaissais pas le deuxième, donc trop contente. Pour les auditeurs qui voudraient te suivre sur les réseaux sociaux, on les redirige où ? Alors j'ai un compte Instagram, c'est Tofu-Shiba Inu, et il n'y a pas très longtemps j'ai ouvert aussi une page Facebook
On y retrouve le même contenu que sur ma page Instagram, mais je l'ai ouvert pour les personnes qui n'étaient pas sur Instagram et qui voulaient suivre les aventures de Tofu, puisque j'avais fait un post un peu à cœur ouvert sur l'histoire de Tofu. J'ai essayé de vraiment lancer un cri d'alarme sur les animaleries et à une forte demande, du coup j'ai ouvert la page Facebook aussi. Ok, super. On mettra tous les liens dans la description. Et la page Facebook, c'est Tofu Soyeux. C'est pas Tofu Shiba Inu, c'est Okay. Tofu Soyeux. Ok, c'est trop cool. Ça Donc marche. vous pourrez retrouver Marie sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Marie pour ton temps et cet épisode. Et merci à toi, j'étais très flattée que tu me contactes et c'était une super expérience. Super, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Marie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @tofu_Shiba Inu et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide énormément le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. Mais d'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!